Parlons aujourd'hui de l'excès d'empathie, des mythes historiques et de l'esprit celtique. Mes origines bretonnes me conduisent à parler aujourd'hui du risque d'excès de sympathie pour l'objet traité dans ma thèse doctorale, je vous le rappelle, l'héritage celtique dans l'océan Indien. On redit souvent aux étudiants en histoire de se méfier de la contagion émotionnelle qu'un sujet peut leur inoculer au fur et à mesure de leur découverte. En doctorat, l'objet d'une recherche n'est généralement pas choisi au hasard ou par simple nécessité. Et je ne cacherai pas mon intérêt particulier pour la problématique que je m'étais fixée à la rédaction de ma thèse, notamment dans sa première partie consacrée au celtisme, ses origines, sa réalité ancienne et moderne. Pour autant, il ne serait pas convenable d'être accusé systématiquement, dès qu'on tente de définir tel ou tel caractère celtique, de tomber dans ce que le docteur Thierry Tournebise appelle les pièges de l'empathie. Le fondateur de la maïeusthésie, une méthode thérapeutique basée sur un regard humaniste du présent, du passé et du transgénérationnel, d'un patient présentant des troubles psychologiques. Voilà ce que c'est que la maïeusthésie. Et il constate avec justesse que se mettre à la place de l'autre génère de l'affectivité. Garder ses distances conduit forcément à ne pas comprendre l'autre. L'empathie, c'est-à-dire tenter de se mettre à la place de l'autre, est donc bien indispensable si l'on veut appréhender la façon de vivre, de se comporter, de penser, de rêver des populations de l'Ouest sous l'Ancien Régime. Inévitablement, cela entraîne une certaine sympathie. Je n'irai pas jusqu'à faire le distinguo entre chaleur humaine et affectivité, comme le docteur Tournebise, lorsqu'il observe ses patients. D'une part, il ne s'agit là que d'une question de définition, de degré d'une chose purement abstraite, le sentiment d'aimer. Au passage, je pense que ce sentiment est toujours préférable à la haine, au rejet, à ces réactions d'antipathie presque psychotiques que certains idéologues français peuvent avoir à l'égard du celtisme actuel, par exemple. Mais on peut également regretter que la culture celtique serve d'argument à des positions parfois bien extrêmes de leurs opposants politiques. D'autre part, Tournebise se place dans le présent. C'est pourquoi il peut parler de chaleur humaine. Moi, je me place dans un passé lointain et ne peux donc ressentir qu'un peu d'humanisme, d'humanité, à l'égard des gens décédés depuis fort longtemps. Le transgénérationnel peut influencer le chercheur en histoire, mais il se limite tout au plus à la généalogie familiale, directe, et encore jusqu'à la 3e, peut-être à la 4e génération d'ascendants. Des aïeux antérieurs à la 8e ou à la 10e génération, comme ceux de l'époque moderne, peuvent-ils raisonnablement provoquer un quelconque lien affectif, donc une contagion émotionnelle à celui qui les observe. Alors cet excès de sympathie pour le sujet traité peut aussi être lié à des convictions idéologiques. Et je ne cacherai pas ma préférence régionaliste, parce que le régionalisme n'est pas une idéologie extrémiste, synonyme de communautarisme et de xénophobie dont l'accusent souvent les centralistes. Rappelons simplement la sage définition et l'exemple qu'en donne le missionnaire Francis Aupier lorsqu'il propose en 1930 le régionalisme pour l'Afrique à la place de l'administration centrale des coloniaux européens qui pratiquent à cette époque le travail forcé et pensent que les Africains pourront assimiler en totalité la culture française en oubliant définitivement leurs racines africaines. Et voilà la définition que donne le père Francis Aupier du régionalisme. Le mot régionalisme n'implique pas l'absorption d'une partie dans un tout. C'est le contraire qui a lieu. C'est-à-dire que la petite patrie, bien loin d'être incluse dans la grande, souvent la dépasse,
dans le temps et dans l'espace. Ainsi, les Anglais et les Français peuvent faire du régionalisme commun au-dessus de leurs deux nations, quand les Bretons de l'un et de l'autre pays se réunissent pour commémorer leurs origines celtiques. Le missionnaire défend ici sa petite patrie bretonne, bien loin d'être incluse dans la grande, la patrie française. Il le fait avec la même modération politique que l'on retrouve chez son compatriote Émile Masson, lorsque celui-ci écrit au début du XXe siècle « La patrie bretonne n'est pas toute dans le passé, elle n'est le culte exclusif des morts, la vraie Bretagne va naître, elle est celle de demain, elle est du fond des vieux siècles armoricains l'immense cri d'espérance de tous les cœurs bretons, leur incessant appel à la justice et à la liberté. » Émile Masson, comme Francis Aupier, sont des visionnaires, l'un pressant le panceltisme actuel, l'autre la Bretagne moderne. Ils ne sont favorables ni au nationalisme breton, ni au nationalisme français, mais cela ne les empêche pas d'aimer leur patrie régionale et de la défendre. Le père Aupier sur le plan culturel historique, Émile Masson sur le plan sociologique. Sont-ils des celtomanes? Les mythes de la matière de Bretagne, maintenant, ceux du roi Arthur, de Merlin l'Enchanteur, des chevaliers de la Table Ronde, Lancelot, Perceval, Gauvin, ceux de la quête du Graal, même si on ne sait pas ce qui a réellement inspiré Chrétien de Troyes lorsqu'il écrit ses romans chevaleresques au XIIe siècle, ne peuvent être ignorés de l'historien. Évacuons ici la légende de Brutus, petit-fils du grec aîné, qui aurait été le fondateur du premier royaume breton insulaire, plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, et même celle du gallois Conan Mériadec, qui aurait été le premier roi d'Armorique vers la fin du IVe siècle de notre ère. Ces fables sont certainement quasi inconnues du milieu populaire à l'époque moderne. Par contre, la légende d'Arthur, dont les Bretons attendent le retour, apparaît bien ancrée dans les mémoires et de longue date, puisque Alain de Lille, qui écrivait entre 1167 et 1183, fournit un témoignage curieux de cette croyance populaire qu'Arthur n'était pas mort. Va en Armorique, c'est-à-dire en Petite-Bretagne, et proclame par les marchés et les villages qu'Arthur le Breton est mort, tu en échapperas difficilement indemne, sans être couvert de malédictions ou lapidé par les auditeurs. Le roi Arthur n'est sans doute pas qu'un simple chef militaire des Bretons insulaires ayant résisté aux attaques des Angles et des Saxons au Ve siècle. Sa mort, sa disparition plutôt, signifie la fin de la résistance bretonne et peut être ressentie par ces hommes en fuite comme un tel drame que ceux-ci refusent d'y croire. D'où ce souvenir du retour d'Arthur qu'ils emportent avec eux de l'autre côté de la Manche. N'est-il pas normal qu'une grande et vieille civilisation, dont les peuples ont été écrasés, ait eu ce réflexe d'idéaliser ses rois? Cela prouve-t-il qu'ils n'ont pas existé? Fustigeant l'accusation de digression sur les mythes celtiques que lui reprochent certains historiens, l'écrivain à succès Jean Marcal affirme que l'histoire suscite ses héros lorsqu'elle en ressent la nécessité. Mais comme le libre arbitre est la seule richesse de l'être humain, même s'il n'existe que dans la proportion de 1%, le héros, quel qu'il soit, influe sur le déroulement de l'histoire. Cette digression sur le mythe et l'histoire n'est pas inutile, car elle permet de mesurer la distance qui sépare la plupart du temps l'événement historique qui a effectivement eu lieu et le récit qui en est donné par la suite, quelle que soit l'objectivité ou même la bonne volonté de ceux qui se chargent d'animer ce récit. Alors on le voit, l'auteur ne se fait pas l'avocat systématique de l'authenticité des mythes qui l'inspirent, mais il relativise globalement toutes les sources historiques quand elles sont lointaines dans le temps, quels que soient ceux qui les rapportent ou les exploitent.
Il ne met pas en cause leurs compétences, mais simplement la distance temporelle les séparant de l'événement. Il ne conteste pas la science historique, mais seulement ce que certains hommes sont capables d'en faire en réécrivant l'histoire à des fins qui n'ont rien de scientifique. On peut logiquement se demander comment fonctionne la fabrique des icônes officielles, pourquoi on choisit tel fait jugé historique, tel personnage plutôt que tel autre pour les inscrire dans les manuels scolaires. N'est-ce pas là l'histoire des élites, celle des vainqueurs, celle des fondateurs de la nation éternelle? Le mythe de Jeanne d'Arc, par exemple, petite bergère appelée par des voix divines et sauvant la France envahie par les Anglais au XVe siècle, n'est créé qu'en 1909, soit plus de 4 siècles après les faits, mais surtout au moment où la montée des nationalismes est à son comble en Europe. 5 ans plus tard, c'est la Grande Guerre. Les historiographes français ont inventé une héroïne nationale pour exalter les soldats français. Et ils ont ainsi provoqué une boucherie. Et malgré cela, nul ne met en doute l'existence de Jeanne d'Arc et de ses victoires sur les Anglais. Pourtant, selon l'histoire de France, elle ne serait au départ qu'une petite paysanne de Lorraine. Est-ce bien la même personne qui combat à cheval à Orléans et meurt sur le bûcher à Rouen? L'histoire des Bretons insulaires du IVe et Ve siècle, débordés par les hordes des Angles et des Saxons, a également suscité ses héros plus de 700 ans avant le XXe siècle et sans doute bien antérieurement. Mais elle n'a jamais provoqué aucune poussée nationaliste en Bretagne, au pluriel, la petite ou la grande, parlait-on de nationalisme à cette époque. Donc aucun massacre. Les exploits de ces héros, imaginaires ou réels, n'ont pas été écrits pour cela, mais seulement pour témoigner d'un passé des Celtes qui ne pouvait pas tomber dans l'oubli. Et c'est cette matière de Bretagne qui va permettre aux lettrés du Moyen-Âge de mettre en lumière les vertus de la chevalerie, la loyauté, le dévouement, l'amour courtois, dont s'inscriront des auteurs humanistes comme William Shakespeare au XVIe siècle ou romantiques comme Chateaubriand au début du XIXe. Les Bretons ont fait de leurs chevaliers de légende des héros plausibles. Ils ne sont pas appelés par des voix divines. Personne n'a jamais douté de leur sexe, de leur identité bretonne, de leurs compétences au combat, ce qui est loin d'être le cas de Jeanne d'Arc. Pourquoi ne pourrait-on pas raisonnablement penser qu'ils furent bien les personnages historiques que Chrétien de Troyes restitue? Notons que ce premier grand écrivain français du Moyen-Âge n'est pas breton mais champenois. Dira-t-on qu'il faisait déjà de la celtomanie 6 siècles avant que ce mot ne soit inventé? Chrétien de Troyes, dont on ne sait quasiment rien de sa naissance et de sa vie, se serait inspiré du gallois Geoffroy de Monmouth, auteur de Historium Regium Britannium, Histoire des rois de Bretagne, écrite en latin au début du XIIe siècle, qui lui-même affirme reposer sa narration sur un très ancien texte en langue celtique, alors Quim Walterus Oxenfordiensis Archidiacanus in Britannia advesict, voilà le titre. Geoffroy de Monmouth, pour la plupart des historiens médiévistes, est à l'origine du cycle arthurien, quand le roi d'Angleterre Henri Ier, 1100 à 1135, désirant rallier les Celtes de son royaume et pacifier ses nouvelles conquêtes en Pays de Galles, l'utilise à son profit. Alors je ne vais pas ici faire une étude approfondie sur l'origine du mythe arthurien, notez simplement que les conquêtes du roi Arthur développées dans Historia Regium Britannia n'étaient pas la justification anticipée des possessions continentales des rois plantagenets, puisque Geoffroy de Monmouth dédie un livre à un roi anglo-normand faible, sur la défensive, sans aucune parenté avec les Bretons et en lutte avec les Gallois. Dans cette optique, on voit mal comment la glorification des anciens rois bretons pourrait rejaillir sur les rois normands. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean-François Mangin, donc, qui a fait une remarquable étude sur son site internet, Le roi Arthur entre réalité et légende.
Comme le souligne l'éminent historien Georges Minois, l'ouvrage de Monmouth n'a aucun but idéologique, alors que ses détracteurs y verront la volonté de glorifier le communalisme celtique. L'auteur n'était donc pas le premier celtomane dès le XIIe siècle. Alors, communalisme, on s'explique, on appelle communalisme le fait de se servir du communautarisme pour des visées politiques. Alors cela montre bien quel amalgame obscur certains historiens peuvent faire pour décourager tout chercheur en histoire moderne et contemporaine de soutenir la moindre thèse démontrant la rémanence de la culture celtique au fil des siècles. Si une académie celtique française officielle a été créée sous Napoléon Ier au début du XIXe siècle, j'en ai fait une vidéo avec ce qu'en a recueilli Mona Ozouf, c'est bien que ses fondateurs ne doutent pas de la pérennité de la civilisation celtique en France. La pauvre académie disparaît quelques années plus tard pour une suspicion de celtomanie. De nos jours, cette accusation sert d'argument à deux catégories de gens. Des centralistes français redoutant qu'une identité celtique trop vivace ne réveille avec force les sentiments régionalistes en France, et à contrario, des indépendantistes bretons craignant peut-être que l'on découvre que le celtisme continental actuel ne serait pas un argument culturel spécifique à la Bretagne, ce qui pourrait faire tomber leurs revendications territoriales. Pour ma part, je pense que l'unité de la région Bretagne, si elle apparaît nécessaire sur le plan économique et politique, et il n'est pas interdit de penser que la région en question peut être plus vaste que les 5 départements bretons actuels, n'a pas besoin aujourd'hui d'une uniformité culturelle, même si la composante celtique reste bien sûr prépondérante, devenant d'ailleurs un argument publicitaire de plus en plus fréquent pour les entreprises bretonnes. Alors, le cliché de la fermière en costume folklorique passant au large du Mont Saint-Michel, avec son panier de beurre et de fromage paysan breton, est tout simplement ridicule, et même un peu provocateur envers les Normands. Bernard Lenaille, qui exècre ce genre de cliché commercial, je rappelle que Bernard Lenaille était directeur de l'Institut culturel de Bretagne et qu'il est décédé brutalement il y a plusieurs années déjà. Il explique très clairement sa position de militant régionaliste dans un email qu'il m'avait adressé. Ce que nous voulons, c'est le retour pacifique et naturel à une situation antérieure. Nous voulons la réunification de la Bretagne. Il s'agit de revenir à la vraie Bretagne, dont les limites se sont fixées il y a plus de 1000 ans, et d'abolir une décision arbitraire et injuste, prise par un pouvoir illégitime, celui du maréchal Pétain, par un décret en date du 30 juin 1941, publié à Vichy, au journal officiel de l'État français, le 1er juillet 1941. Il continue, nous nous réjouissons tous de voir les lignes bouger actuellement sur la question, mais nous ne devons pas nous faire d'illusions. Les propositions d'une commission ne suffiront pas à permettre la réunification. Il nous faut exiger un référendum en Loire-Atlantique, et pas ailleurs évidemment, dans un délai proche, ainsi que la loi le permet maintenant, après une campagne d'information contradictoire et équilibrée, notamment au niveau des moyens financiers. Les obstacles seront encore nombreux sur la route, il y a trop de gens qui profitent de la situation actuelle et il y a trop de jacobins qui ne veulent pas d'une Bretagne forte. Le combat va continuer et on a besoin de toutes les forces. Il n'est évidemment pas question de dresser une muraille de Chine aux limites de la Bretagne. Son rayonnement continuera sur l'ouest de la France, avec lequel la Bretagne a évidemment de fortes affinités et beaucoup d'intérêts communs. Voilà ce qu'il écrit et je partage totalement son point de vue. Le celtisme n'est donc pas un mythe raciste pouvant servir d'enjeu à des arguments politiques. Je partage le point de vue du professeur Roland Guillot lorsqu'il affirme « L'adjectif celte, ou mieux celtique, peut s'employer pour des traits culturels ou linguistiques, des caractéristiques qui s'apprennent et que n'importe qui dans le monde peut apprendre, sans que cela ait un sens ethnique limité. Il n'y a vraiment pas là de quoi rêver un ethnocentrisme, un racisme celtique. Un patrimoine culturel partagé avec la moitié de l'Europe. On a parfois dit que ces fameux Celtes étaient les premiers Européens,
et se modifiant sans cesse, n'a pas à être conçu comme un mythe ou un rêve. Alors au XIXe siècle, de plus en plus d'érudits bretons s'intéressent à leur patrimoine celtique. Des historiens nationalistes français n'ont pas hésité à considérer la culture bretonne de l'époque, moderne puis contemporaine, comme une culture étrangère à la France au XIXe siècle. Leur visée n'était pas d'éclaircir le champ de l'histoire de France, mais d'exalter le nationalisme français au nom des ancêtres gaulois, tout en rejetant une langue et une culture celte encore bien vivantes en Bretagne. Le particularisme breton était insupportable à Paris. Et puisqu'il fallait que toute la nation se reconnaisse des ancêtres gaulois, on assimile là les Bretons à des émigrés venus d'outre-Manche au Ve siècle. Pour rendre la civilisation gauloise acceptable, valable pour tous les Français, il fallait la priver du patrimoine vivant le plus celtique en France, la culture bretonne, en prétendant que celle-ci ne provenait que de l'immigration en France d'étrangers britanniques. Alors les Bretons insulaires immigrés en Armorique sont bien les cousins des Armoricains. Ils n'ont fait que renforcer de celtisme le syncrétisme celto-roman préexistant. C'est surtout dans le domaine des croyances que cela semble vérifiable. Malheureusement, la réalité mythique si omniprésente dans l'univers culturel celte et dans l'histoire de France ne facilite pas le travail de l'historien soucieux de connaissances objectives et de faits assurés, prévient prudemment Roland Vernisseau. Après avoir démontré à l'aide de nombreux exemples historiques, géographiques, linguistiques, archéologiques et littéraires tout l'apport des anciens Celtes à notre monde moderne, il affirme que l'esprit celte était et est toujours tourné vers l'immatériel, le symbolique, l'allégorique, la poésie et le mysticisme. Pour les Gaulois, il n'y avait pas de séparation entre le monde réel et celui de l'au-delà. Pour eux, les deux univers étaient en constante communication, en particulier pendant certaines périodes de l'année qu'ils célébraient par de grandes fêtes dont certaines survivent de nos jours sous un maquillage chrétien. La fête de la Toussaint en particulier s'est substituée à la grande fête gauloise de Samin, au cours de laquelle les morts étaient censés faire des visites sur terre. Vous avez là l'origine de la fête d'Halloween, qui se retrouvait encore en Bretagne à la fin du XIXe siècle sous le nom de Calagoan, bien avant que les supermarchés ne relancent la tradition. Et Vernisseau poursuit: nous l'avons déjà évoqué, ce mysticisme s'est transmis à travers le christianisme celtique. Il confirme donc l'importance et le particularisme de la chrétienté celtique, dont l'origine est irlandaise par saint Patrick, l'expansion continentale pour évangéliser la Gaule s'opérant grâce à saint Colomban. Au 7e siècle, Colomban arrive d'Irlande pour évangéliser la Gaule, mais installé à Luxeuil, dans l'actuelle Bourgogne, il entre en conflit avec l'église franque. Il se réfugie à Nantes, chez les Bretons. Et c'est déjà presque un schisme chrétien qui va se maintenir jusqu'au XIIe siècle, officiellement, et bien après, officieusement. La chrétienté celtique se distingue foncièrement de la chrétienté romaine défendue par les Francs depuis la conversion de Clovis. Alors, on désigne par l'expression chrétienté celtique la forme particulière de christianisme qui s'est développée dans les pays celtiques pendant tout le haut Moyen-Âge. Il garde une profonde originalité marquée en Irlande par le culte de saint Patrick et de sainte Brigitte, et en Bretagne par celui de saint Yves et de sainte Anne. Subsistent en outre quelques traces de paganisme contre lesquelles l'Église a toujours été impuissante. Le premier particularisme des chrétientés celtiques a été l'importance extrême de la vie monastique liée à un ascétisme exemplaire. Une autre source de dissension a été la tonsure celtique, obstinément gardée par les moines insulaires. La partie antérieure de la tête en avant d'une ligne allant d'une oreille à l'autre était complètement rasée, alors que l'arrière de cette ligne, la chevelure, était intacte. C'est cette tonsure que le célèbre saint Colomban de Luxeuil avait conservée en arrivant d'Irlande sur le continent. Peut-être était-elle d'origine druidique.
Il reste actuellement de tout cela un catholicisme très formaliste, très pointilleux sur les aspects extérieurs du culte et quelques traces des anciennes conceptions celtiques. En Bretagne en particulier subsiste la croyance très vivace aux Anaons, âmes des morts qui reviennent chez eux la nuit de la Toussaint, et la figure presque mythologique de l'Ankou, personnification de la mort armée de sa faux et venant chercher la nuit ses victimes. Notons que la croyance aux esprits des ancêtres qui reviennent à la Toussaint n'est pas seulement bretonne et que la personnification de la mort par l'Ankou se limite à la partie occidentale de la Bretagne. La chrétienté celtique continentale ne concerne donc pas toute la Bretagne et surtout ne concerne pas qu'elle. Les découpages administratifs des régions françaises au milieu du XXe siècle ou leur récente remise en débat par l'État, les polémiques incessantes entre les tenants du centralisme français et les autonomistes ou les indépendantistes bretons, la reconnaissance internationale de la culture celtique et du panceltisme, la percée mondiale des musiques celtiques, l'engouement pour les personnages du cycle arthurien ne doivent pas interférer dans l'étude du milieu populaire du XVIIe et XVIIIe siècle dans l'ouest de la France. Un certain coup du celtisme, nous dit Joseph Riault, de sa mythologie, de son imaginaire tant vanté, est une marque de la culture bretonne actuelle. Goût exotique du passé que l'affectivité, la sensibilité attisent et valorisent. Mais il entretient bien des croyances insensées dans l'esprit de quelques-uns, y compris dans celui des militants bretons, qui y recherchent des ingrédients de leur combat politique et culturel. Voilà ce qu'écrit Joseph Riault. Alors il a peut-être raison, mais je pense à contrario quand même que la plupart des militants bretons connaissent plutôt bien l'histoire de leur région. Les mythes celtiques ne sont pas tous bons à mettre au panier comme prétendent les accusateurs de celtomanie. Des documents permettant de confirmer ou d'infirmer la matière de Bretagne restent sans doute à découvrir. L'absolutisme de certaines écoles a parfois fermé les portes de la connaissance et bâillonné de jeunes universitaires dont les travaux n'allaient pas dans le sens qu'elles souhaitaient. La recherche de la vérité historique passe d'abord par un esprit d'ouverture et de tolérance. C'est ce à quoi je me suis toujours attaché dans la rédaction de ma thèse doctorale, en tentant de définir, puis de cataloguer pour mieux les mémoriser, les caractères de la civilisation celtique identifiable dans les populations de l'ouest de la France et la part qu'ils représentent aujourd'hui dans l'héritage culturel et politique des comptoirs français de l'océan Indien. Quand je m'attaque un peu au milieu universitaire, je voudrais simplement rappeler que l'historien, géographe, sociologue nantais Reynald Séché a été victime d'un véritable rejet par une majorité du monde universitaire français lorsqu'il a publié en 1986 sa thèse de doctorat d'État « La Vendée vengée, le génocide franco-français ». Il en a témoigné à plusieurs reprises dans la presse. Les grands historiens de France avaient le droit de ne pas partager ses conclusions, pas de vouloir le rabaisser et de l'humilier, qu'on appelle cela comme on veut. Ce qui s'est passé en Vendée en 1793-94 fut bien une tuerie organisée. Voilà pour ma conclusion.